Très heureuse de vous retrouver encore, mesdames et messieurs, pour WebPress. WebPress, aujourd'hui, en tout cas, est vraiment économique parce que on doit aussi tenir compte de ce grand secteur de la vie nationale qu'est l'économie de notre pays, mais bien sûr, la politique et l'économie vont de pair. Un grand penseur français d'ailleurs a dit, faites-nous une bonne politique et nous ferons des bonnes finances. Donc les deux vont vraiment de pair. Alors aujourd'hui, je suis avec des éminents collègues comme à l'accoutumée et ils sont tous membres d'une grande structure que nous affectionnons, c'est Journalistes en Action, et je crois que notre échange de vœux se tiendra ce dimanche, en tout cas à 15h. Nous allons tous nous retrouver pour nous souhaiter en tout cas un bon travail et être encore en action cette année 2017, l'année de tous les enjeux. Je suis avec Israël Moutala de 7sur7.cd. Très heureuse de vous retrouver, Israël. Merci et meilleurs vœux. Et je suis aussi ému d'être sur ce plateau qui fait de belles analyses. J'aime votre façon de vous présenter. Je souhaite à vous et à votre émission longue vie. Vous mettez là dans les sens positifs. Vraiment, merci à toi, membre de Journalistes en Action, Israël Moutala. Merci en tout cas de ton appui dans cette structure. Je suis avec Mika Lusamba du journal Le Maximum. Et bonne année encore, Mika Lusamba. Merci beaucoup, madame. Je profite aussi de l'occasion de présenter mes vœux le meilleur à mes frères qui sont sur cette table et à tous les journalistes de JIA. Voilà, à JIA en tout cas. Et nous allons terminer par la plume qui me permet, comme je le dis chaque fois, et je ne manque pas de le citer à Info 7, il m'aide beaucoup, en tout cas à voir les informations économiques parce que c'est très important. Zoumeko, moi je l'appelle Zoumeko, mais il a un nom, et ben c'est Eric Tchikouma. Merci et bonne année Eric Tchikouma. Merci beaucoup, chère Paulette, et bonne année à vous aussi, et à tous les téléspectateurs de Congo Web, et surtout de vos émissions préférées, Info 7 et puis WebPress. Et à tous les lecteurs de Zoumeko, ça c'est à tous les lecteurs de sur cette CD et à tous les lecteurs du Maximum en tout cas. Bonne année à vous et en tout cas bonne année à tous les journalistes et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Nous commençons Israël Moutala. Aujourd'hui le dollar s'échange à 1320. Et d'ailleurs, nous qui avons le net avec nous au bout de bras, à chaque moment, à chaque minute, les Congolais, les Kinos sont en train de poster, c'est d'ailleurs à 1325, à l'instant où nous vous parlons. Et je ne sais pas jusqu'à demain où allons-nous. Alors la question, les gens se posent la question, est-ce que M. Matata Ponyo est-il allé avec, en tout cas, son cadre macroéconomique, parce qu'à un moment, la monnaie était stable, mais depuis qu'il n'est plus là, ça tangue, on va jusqu'à 1320-25. Qu'est-ce qui s'est passé? Matata est allé avec la formule magique. Merci de la question. Non, Matata aime le pays, aime la RDC, et donc il ne peut pas partir avec la recette ou la formule magique pour maintenir la stabilité du cadre macroéconomique. Au moins une chose est vraie, c'est que à l'image ou à la personnalité de Matata Ponyo, il y a un mot qui lui est collé. On l'identifie par ce mot-là, c'est la stabilité ou le cadre macroéconomique. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte économique difficile, très difficile. Et pour essayer de limiter les dégâts, il faut une très grande rigueur en matière budgétaire. Ça veut dire que l'État doit au minimum, comment dirais-je, actionner la dépense publique. Donc il doit faire très attention en maximisant les recettes publiques et en essayant justement d'aligner les recettes qu'il a effectivement, dépenser sur basse caisse, dépenser ce qu'il a. Mais aujourd'hui, le dollar prend de l'ascenseur pour une raison évidente. Est-ce que ce n'est pas les spéculations des opérateurs économiques, Israël Moutala? Non, sur cette question d'abord, c'est d'abord la crise économique qui découle justement du fait que la tonne de cuivre, qui est le produit phare de la RDC, n'est plus à 8000 tonnes de la tonne, à 8000 dollars la tonne. La tonne. Aujourd'hui, ça s'échange à moins de 5000 tonnes, à 5000 dollars la tonne. Il faut aussi se souvenir qu'il y a la deuxième plus grande entreprise de cuivre qui avait fermé il y a quelques années, qui est KCC. KCC produisait à peu près 200 000 tonnes de cuivre. Donc, quand vous voyez cette production de cuivre, d'abord, en termes de volume, elle baisse. Et ensuite, en termes de prix
de chiffre d'affaires, ça baisse parce que le cours a baissé. Vous avez moins de recettes, moins de devises, et vous avez ce qu'on appelle une détérioration de termes de l'échange. Ça veut dire que vous n'avez pas assez de devises pour faire face à vos importations. Et donc nous sommes là dans un choc exogène, brutal, violent, et il faut absolument que l'État essaye de recadrer sa politique budgétaire, sinon l'inflation va galoper. Et donc aujourd'hui, le fait que nous soyons même à 1 dollar pour 1350 francs est un miracle. Ça veut dire que si on n'avait pas pris les mesures de réduction du train de vie de 30% à peu près en début d'année, sous le gouvernement Matata, avec le président Kabila, aujourd'hui on serait pratiquement à 1 dollar pour 4000 francs. Oh là là. Michael Samba, nous prenons l'angle économique, l'angle politique, pardon. Aujourd'hui, on sait que le gouvernement Sami Badibanga fonctionne sans budget. Et bon, avec les spéculations, avec les changements de gouvernement, est-ce que cela ne joue-t-il pas aussi à détériorer davantage le climat économique de notre pays? Sans budget, il travaille avec un budget provisoire. Vous savez, lorsque la politique n'est pas stable, et c'est ça les conséquences. Aujourd'hui, Sami Badibanga a hérité un pays avec une crise énorme. Vous savez que Matata Ponyo, c'est quelqu'un qui doit se justifier devant le peuple. Matata Ponyo n'a pas voulu qu'il soit contrôlé par le programme de la Banque mondiale. Vous savez que Matata Ponyo n'a pas payé la dette intérieure. Donc, en fait, c'est aussi une situation qu'aujourd'hui, Sami Badibanga a hérité et qui ne nous permet pas aujourd'hui à décoller notre économie. Vous savez, aujourd'hui, lorsque les politiciens sont là juste pour les postes, lorsqu'on cherche alors qui sera Premier ministre, alors que l'économie congolaise est déficitaire, en fait. Aujourd'hui, le taux est à 1300. Aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté un pistolet à 100 francs hier, aujourd'hui c'est à 150 francs. Aujourd'hui, quelqu'un qui a acheté un sachet de sucre à 5000, aujourd'hui c'est à 5500. Et quel est le revenu des Congolais lambda? Aujourd'hui, un fonctionnaire de l'État est payé à combien? À 90 000 francs. Si vous prenez le taux, il est payé à 92. Donc aujourd'hui, les Congolais passent une période très difficile, alors que nous, les politiciens, doivent faire un effort de pouvoir décanter un peu la situation politique pour que l'économie émerge. Eric Chikouma, dans un contexte de faible mobilisation des recettes et de rigidité des dépenses, la situation des opérations financières de l'État pour l'année 2016 affiche un déficit cumulé d'environ 250 milliards de francs congolais. Donc l'État est déficitaire. Mais est-ce que les politiques qui sont là ne comprennent-ils pas que l'État, l'économie ne va pas bien aujourd'hui? Est-ce que les gens se rendent compte que l'économie congolaise est déficitaire? Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Même les politiques, même nous les journalistes, même le peuple. Est-ce qu'on se rend compte que nous sommes en déficit économique? Merci beaucoup Paulette pour la question. Je pense que ça c'est mon avis, c'est mon point de vue. Nous souffrons ou nous acceptons de souffrir d'une cécité volontaire, c'est-à-dire nous regardons des choses en face de nous, mais nous refusons de les admettre de manière volontaire. Ce pays se trouve dans une crise imprescriptible. La crise que nous avons, elle n'est pas seulement politique. C'est pas seulement parce qu'il y a une crise de légitimité, il y a ceci, il y a cela, sur le plan politique. Mais sur le plan économique, c'est catastrophique. Vous venez de parler d'un déficit cumulé de 250 milliards de francs congolais. C'est environ, si on prend avec le taux de Matata de l'année passée, c'est à peu près 250 millions de dollars. Moins d'ailleurs, 250 millions de dollars de déficit que nous avons cumulé pour l'année 2016. Mais sachez que nous avons terminé l'année 2016 avec un taux de dépréciation de 25% du franc congolais. Donc, la monnaie nationale a déprécié de 25% entre janvier et décembre 2016. Qu'est-ce qui provoque cette dépréciation? C'est le climat politique ou c'est... Israël a donné quelques pistes. Israël Moutala a donné quelques pistes. Premièrement, c'est le ralentissement de l'activité économique, le recul des exportations. Qui n'est basé que sur le secteur minier. Notre économie d'ailleurs n'est pas diversifiée. Puisque quand on exporte, on rapatrie le devise. Mais maintenant, quand on exporte moins, on ne sait pas rapatrier beaucoup de devises, alors que pour importer, ça nous exige beaucoup de devises. Sachez que le Congo, ça c'est connu, tout le monde le sait, le Congo importe tout.
Le Congo importe tout, alors que dans un contexte de crise économique internationale où les cours de métaux ont chuté depuis plusieurs années et la tendance est un peu haussière, mais ça va encore prendre du temps. Il est difficile pour nous, à l'interne, de constituer assez de devises afin d'importer tout ce que nous importons dans tous les secteurs de la vie. Vous qui êtes spécialiste en économie, est-ce que la RDC est-elle en récession, Zré Moutala? Non, nous ne sommes pas toujours pas en récession. Nous ne sommes pas en récession parce que le taux de croissance est toujours positif jusque-là. Donc il a été revu à la baisse, il est autour de 2,5. Et donc il a été revu plusieurs fois à la baisse, mais jusque-là on n'est pas encore dans un taux de croissance négatif. Heureusement. Mais je dirais que la crise actuelle économique, elle est d'origine internationale avec la baisse, on l'a dit ici, de cours de cuivre et du pétrole. Mais il faut se dire que chaque Congolais doit se dire ceci. Chaque fois que le prix de la tonne de cuivre oscille vers la baisse, nous perdons de l'argent. Chaque fois que le prix du cours de cuivre oscille vers la hausse, nous gagnons de l'argent. Chaque fois qu'un baril de pétrole... Est-ce que notre économie ne sera que basée sur ça? Qu'est-ce qui manque à nous, Congolais, pour pouvoir diversifier notre économie? Absolument. Vous êtes des spécialistes en économie. Qu'est-ce qui manque? Non, mais ça on peut se baser sur le cuivre et le pétrole. Non, non, absolument. C'est risqué quand même. Justement, il faut justement, c'est ça le problème. Il faut jamais mettre les œufs dans un même panier. Si tu as un panier, si tu as un plateau de 30 œufs, donc de 30 œufs, tu prends 10 ou 5, tu les mets 5, tu les mets dans 6 paniers différents. Ça veut dire que si l'un tombe, tu ne perds pas les autres. Mais si tu mets tous les 30 œufs dans le même panier et que ça tombe, tu perds tout. Donc c'est ça un peu notre problème. Nous sommes une économie basée sur l'économie extractive, donc sur les ressources naturelles. Et donc c'est une économie qui est très handicapante parce que nous dépendons de cours des matières premières, de leurs variations. Et c'est une économie aussi qui crée très peu d'emplois. Or, le premier problème de la pauvreté ici, il faut que nous arrivions, en termes de notre économie, à donner de l'emploi à tous les jeunes Congolais qui sont la frange la plus importante de la population. Il faut que ce bras là-bas travaille, parce que s'il ne travaille pas, c'est une perte et c'est une charge sociale. Donc, il faut que nous réinventions notre paradigme économique. Mais pour ça, c'est vrai, diversifier l'économie d'un pays, ça nécessite de capitaux importants et ça nécessite du temps. Il faut faire de l'agriculture, il faut faire des infrastructures. Mais on en fait ça à l'époque, il faut faire dans les années 60, dans les années 50. On a besoin de routes, on a besoin d'énergie. Vous avez vu par exemple que on a beau nommer n'importe qui comme ministre de l'Industrie, mais tant qu'on n'a pas l'énergie, vous n'allez pas industrialiser le pays. Et donc, il faut les infrastructures routières, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures énergétiques. Il faut beaucoup de capitaux. Mais à la base, c'est d'abord une question de vision. Vous faites un plan directeur de diversion de l'économie et vous levez des fonds. Mais là aussi, ça se tient. Ça veut dire que lever les fonds, vous n'allez pas les lever gratuitement. Pour emprunter de l'argent sur les marchés boursiers ou sur les marchés internationaux, ça a un coût. Plus vous avez votre gouvernance est de meilleure qualité, plus vous avez moins cher de lever des capitaux à des coûts moins intéressants. Donc c'est toute cette réflexion qu'il faudra mener. Mais nous avons aussi notre problème en tant que citoyens, il faut qu'on revienne là-dessus. C'est la question de notre poids fiscal. Qu'est-ce que nous donnons à l'État? Quelle est notre contribution en termes d'impôts? Parce que c'est vrai, les gens réclament, mais l'État, ça ne crée pas de l'argent, ça n'évade pas l'argent. L'État, il prélève la richesse produite par sa population. Mais on ne produit rien. Non, si, on produit. On produit quand même quelque chose. On produit quoi? On produit du cuivre. On produit du diamant de manière artisanale. On produit, parce que tu as mangé du pondou peut-être hier, on a produit du pondou, on produit des haricots, on produit des pommes de terre. Non, là n'est pas le débat. Ça veut dire que d'abord le débat, il ne faut pas que les gens disent qu'on ne produit rien. Mais on produit quand même, mais c'est insuffisant. Même les services ça veut dire que même les services sont produits. Mais c'est insuffisant. Ça veut dire que c'est ceci. Le vrai débat, c'est celui-ci, c'est le PIB. Le PIB, c'est la mesure de la richesse nationale produite au cours d'une année. Nous avons un PIB d'une valeur d'à peu près
40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars de PIB divisé par 80 millions de la population, on est extrêmement riche. C'est-à-dire maintenant c'est à nous de voir quelles sont nos ambitions. On veut que le Congolais moyen ait par exemple un revenu de 10 000 dollars. Alors faites quoi? 10 000 dollars multiplié par 80 millions d'habitants, ça vous donne combien? Ça vous donne à peu près 800 milliards de dollars. Alors maintenant vous allez voir votre marche. Comment est-ce qu'on quitte de notre PIB de 40 milliards pour arriver par exemple dans un premier temps à 100 milliards, dans un deuxième à 300. Donc, maintenant il y a des plans. Et là c'est là que des grands projets comme structurants, comme Inga doivent marcher. C'est là que des grands projets structurants comme Inga, qui va nous permettre Inga 3, Inga 4, Inga 5. Donc il faut aller palier par palier. Vous avez des ressources, vous faites des infrastructures. Et donc, mais il faut d'abord, mais comme on n'a pas encore ces revenus, le problème c'était quoi? C'est d'emprunter l'argent pour que cet argent, une fois emprunté, on fructifie pour rembourser les gains. Mais on ne peut pas rester dans un cadre classique parce que notre impôt ne peut pas nous permettre de nous sortir de ce cercle vicieux de la pauvreté. Mika Lusamba, c'est vrai que pour avoir tout ça, ce sont les personnes, la personnalité de nos dirigeants qui comptent aujourd'hui. On est dans les tractations, même les journaux, parce que la politique et l'économie vont de pair. Tous les journaux parlent aujourd'hui de Félix Tshisekedi, Badi Banga à la porte de sortie, Badi Banga se concentre, le rassemblement menace, Primatio Tshisekedi prêt à succéder à Badi Banga, la SENCO responsabilise les acteurs politiques. Aujourd'hui, pour vous, quel sera le profit de ce Premier ministre qui doit faire appel de ces dons-là pour que les gens aient confiance aujourd'hui? On a l'impression qu'aujourd'hui, la RDC a perdu de sa confiance auprès des partenaires bilatéraux, multinationaux et tout ça. Pour vous, qui est ce monsieur miracle qui va sauver la RDC Madame, je ne suis pas économiste comme frère ici. Vraiment, je suis flatté par rapport à l'analyse de mon frère Israël. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait un Premier ministre qui se connaît, en fait. On ne peut pas nommer un Premier ministre qui vient apprendre la primature. On ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a jamais... un Premier ministre qui n'a jamais travaillé, qui viendra tâtonner au sommet de l'État. Non, nous devons avoir un Premier ministre qui maîtrise au moins l'environnement politique, économique de notre pays. Par rapport au profit du Premier ministre, bon, il faut qu'un Premier ministre soit... Bon, on doit aussi connaître au moins le CV d'un Premier ministre qu'on va nommer. Parce que vous êtes informé comme moi, la nomination de Sami Badi Banga, il y a eu la nationalité qui a posé problème. Et parce qu'on ne connaissait pas avant la personne, mais cette fois-ci, on doit avoir un Premier ministre qu'au moins on connaît son CV, son parcours, il a étudié où, quelles sont les études qu'il a faites. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi important d'avoir un Premier ministre qui ne viendra pas tâtonner au sein du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons besoin de Premier ministre qui viendra apporter des solutions à ce que mon frère a soulevé, parce que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, un Congolais lambda, il ne sait pas comment il va se réveiller demain matin avec un dollar qui peut galoper jusqu'à 1400 demain. Donc c'est un Premier ministre qui sera vraiment au sommet de l'attente de notre population. Eric Tchikouma, le budget. Aujourd'hui, on ne sait pas comment le pays fonctionne parce que le projet de budget déposé à l'Assemblée nationale dernièrement a été refusé. Sami Badi Banga travaille avec un budget provisoire, les termes appropriés là. Et avec les élections qui se pointent à l'horizon, avec un budget que Matata avait proposé à l'époque, c'était de 4,5 milliards, je crois. Est-ce que vous projetez, vous en tant qu'économiste, fait analyste économique, est-ce que les élections se tiendront vraiment avec le peu d'argent que l'on a, avec une politique à tâtons comme ça, on ne sait pas qui dirige, qui fait quoi aujourd'hui? Comment ça va se présenter cette année 2017 économiquement avec un budget divisé presque par deux? Merci beaucoup, madame. J'aimerais d'abord apporter un élément en rapport avec les deux réactions de mes confrères. En commençant d'abord par ce qu'Israël a dit, que j'approuve totalement. Je dis, aujourd'hui, le Congo, nous avons besoin de quelqu'un qui nous indique la vision. C'est ça le rôle d'un leader. Il indique la vision, on fait un plan, on élabore un plan détaillé, séquencé. Un plan de développement, un plan d'industrialisation et de diversification de l'économie de notre pays. C'est très important.
je pense que, ou je pensais qu'au niveau de la Troïka stratégique qui s'est réunissait tout le lundi, cette question allait être prise en charge par d'éminentes intelligences qui étaient à la primature. Mais il y a des efforts qui ont été faits, mais ceux-là n'ont pas été suffisants. Donc je pense qu'il faut un plan de développement, un plan d'industrialisation, un plan de diversification de notre économie étalé dans le temps. Mais c'est pas pour un plan, ça reste un plan au sens strict. Ce gouvernement ici n'a que deux missions, voilà. C'est l'élection et le social. Justement, je vais en arriver. En rapport avec Mika, je pense que Samy Badibanga est arrivé à la primature. Des gens pensaient peut-être qu'il n'allait pas être à la hauteur de celui qui l'a précédé, mais nous avons suivi son discours d'investiture. Il a circonscrit le problème économique de ces pays avec brio. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de les féliciter puisque j'ai suivi religieusement son discours que j'ai même exploité au niveau de notre rédaction. Et nous avons compris que c'est quelqu'un qui a... Il avait proposé des choses qu'il ne pourra pas réaliser. Ça peut arriver. Bon, mais le problème, je parle bien de problème économique. Le volet économique, si vous avez ces discours, vous pouvez le relire. Il est très bien circonscrit. Et des solutions qui sont prévues sont des solutions. Donc, j'estime que, en ce qui concerne le gouvernement d'union nationale, l'histoire de notre pays renseigne, et c'est d'ailleurs le sens d'un papier que nous avons publié il y a quelques jours, renseigne que le gouvernement sortant, les régimes sortants fragilisent toujours l'élan de croissance, l'élan de développement d'un pays. C'est le cas. Depuis une année aujourd'hui, nous constatons que... Un déclin. Voilà, il y a un déclin, et c'est flagrant. La situation économique ne fait que se détériorer. Pourquoi? Parce que les acteurs politiques qui sont au pouvoir sont plus préoccupés par leur sort. Ils sont préoccupés à peut-être c'est faire un peu d'argent et ils oublient l'essentiel. Les questions politiques le préoccupent tant qu'ils oublient les missions pour lesquelles ils ont été nommés au gouvernement. Alors, parlons maintenant du budget. Depuis le 1er janvier, le crédit provisoire... c'est pas budget provisoire, mais c'est crédit provisoire. Le crédit provisoire. Merci. Il faut les termes bien précis. Crédit provisoire, voilà. Ok. C'est alloué à peu près combien? C'est à peu près 500 millions de dollars américains, juste pour le mois de janvier. Okay. Juste pour le mois de janvier, ce qui fait que c'est le 12e du budget de l'année 2016. Okay. Donc, c'est structuré comme ça, selon la loi, selon... la loi qui régit les finances publiques, c'est ce qui est indiqué. Donc, quand on n'a pas encore voté le budget, le gouvernement a le pouvoir de solliciter l'ouverture des crédits provisoires au niveau de l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale et le Sénat, disons le Parlement, autorisent l'ouverture des crédits provisoires pour un mois, ce qui représente le 12e du budget précédent, de l'année précédente. Et pour le cas de 2017, le Parlement a opté pour la reconduction tacite de ces premiers mois, le mois de janvier, jusqu'à ce que le pays puisse être doté d'un budget 2018. Donc à chaque mois, ce sera 500 millions, 500 millions. Okay. Nous aurons, comme en janvier, là, les 500 millions ont déjà été autorisés. Quand on passe au mois de février, les 500 millions seront reconduits. Ainsi de suite, jusqu'à ce que le budget de l'année 2017 soit examiné au niveau du Parlement, adopté, et le chef de l'État le promulgue. Mais avec cette traitation politique, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un nouveau Premier ministre. Est-ce que les élections se tiendront réellement, vu les accords du 31 décembre, au mois de décembre? Parce que si, par exemple, oui, vous aurez la parole, Mika, si par exemple le Premier ministre est nommé avec tout ce que l'on sait de la classe politique congolaise, ça arrive au mois de juin, par exemple. Est-ce que les élections se tiendront au mois de décembre? Bon, premièrement, je pense depuis le mois d'octobre de l'année passée, nous avions fait un éditorial où nous avions dit
qu'il était impossible, disons juste après l'accord du 18 octobre, qu'il était impossible pour le gouvernement de mobiliser 80 millions de dollars chaque mois en 2017 afin de pouvoir amener le peuple congolais aux urnes en avril 2018, tel que c'était prévu. C'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, nous pouvons même dire qu'il est impossible sur le plan financier que le Congo puisse organiser les élections en décembre 2017. Alors que les acteurs politiques qui sont dans les tractations actuellement disent la vérité au peuple, que nous n'irons pas, bien que c'est dans l'accord qui a été l'accord de la Saint-Sylvestre, qui a été signé le 31 décembre. Donc, ils doivent dire aujourd'hui aux Congolais que voilà, nous ne serons pas en mesure d'aller aux urnes avant fin décembre 2017. Pourquoi? Parce que la situation financière du pays ne nous permettrait pas à organiser ces élections. C'est clair, mais personne jusque-là ne dit au peuple... Personne n'a le courage de dire cette vérité. Non seulement ça, mais personne n'a le courage d'expliquer au peuple, voilà, notre schéma prévoit ceci pour mobiliser le fonds afin de pouvoir organiser les élections en décembre 2017. Ni la majorité, ni l'opposition, encore moins la société civile qui prennent part, au dialogue autour de la scène. Israël Mouta, c'est vrai, mais quand vous allez rebondir pour l'aspect économique, c'est vrai que nous parlons à cette population lambda qui nous suit. D'où provient l'argent aujourd'hui, pour l'argent qui constitue le budget? Ça provient d'où aujourd'hui? L'argent d'une manière générale, nous sommes d'abord ce qu'on appelle, nous sommes un État douanier. Un État douanier, donc État douanier, ça veut dire que la majeure partie de l'argent vient de ce qu'on appelle le droit d'entrée et de sortie. C'est-à-dire quand un Congolais importe la marchandise, il paye la douane. Quand il exporte, il paye la douane, c'est de la taxe. Donc les entreprises minières, quand ils exportent du cuivre, ils payent. Quand ils importent certains produits, ils payent bien. Donc l'importation de biens et de services constitue la principale source de revenus de... Mais ces sources-là sont insuffisantes pour organiser... Avec tout ce qu'on voit entrer en RDC, ça paraît impossible d'avoir autant d'argent. Il ne faut jamais vous fier aux apparences. Ça veut dire que tout dépend de... On est un pays immense. Quel est le volume de biens et services? Nous sommes 80 millions d'habitants, nous sommes un pays continent. Donc voilà. Et donc, par rapport à ça, on importe chaque année combien de biens d'équipement, combien de tonnes de médicaments, combien d'habits. On importe la bouffe pour à peu près 1,5 milliard de dollars. Mais il y a quelque chose d'important. C'est-à-dire que le développement est d'abord une question culturelle. C'est un état d'esprit. C'est une vision. On n'en a pas en fait. On n'en a pas. Il faut que le leadership politique puisse communiquer une vision de grandeur et que les Congolais aient confiance aux Congolais. Ça veut dire que nous serons un peuple asservi tant que pour notre nourriture, nous dépendons de l'extérieur. Donc le riz, au lieu que je mange le riz de Bumba ou de Kindu, au Maniema, il y avait, voilà, mais j'apporte le riz du Pakistan ou de Thaïlande. Donc, ça veut dire que c'est une forme d'asservissement culturel et politique. Donc, mes amis économiques. Donc, pour que, par exemple, que je me soigne, il faut que les Indo-Pakistanais puissent importer les médicaments ou bien qu'ils fassent des usines ici. Non, il faudrait que les Congolais soignent les Congolais. Les Congolais habillent les Congolais. Les Congolais nourrissent les Congolais. Donc, il faut absolument que, parce que les besoins que nous avons, vous et moi en tant qu'êtres humains, les besoins basiques, c'est manger, par exemple, et boire. Mais regardez par exemple, comment est-ce que l'importation abusive des produits de Loufou met en danger Bralima. Vous avez le Kouka. Le Kouka aujourd'hui, c'est le Kouka aujourd'hui qui met en danger la Bralima. Ça met en danger la Bralima. Une usine de Bralima a déjà fermé à Boma. Donc n'attendez pas que Bralima, ici à Kinshasa, dise que nous allons d'abord commencer à réduire le personnel, la production. Voilà. C'est dangereux. Et les frontières sont là pour protéger, pas seulement des guerres, mais surtout et aussi... C'est du protectionnisme économique qu'on doit faire chez nous. Ce qu'on appelle la protection de notre économie. Ça veut dire permettre aux entreprises qui sont encore faibles de grandir et d'avoir de la robustesse pour s'ouvrir aux frontières internationales. Mais
Aujourd'hui, nous avons signé des accords de libre-échange, par-ci, par-là. Mais si on ouvre les frontières avec la SADC, nous sommes noyés, on ouvre les frontières avec la COMESA, mais tous leurs produits, nous serons un déverseur des produits de la SADC et du COMESA ou de l'Afrique centrale. Parce que notre propre production intérieure, elle est faible ou presque quasi inexistante. Et nous serons des grands consommateurs. Nous serons des grands consommateurs. Alors, absolument. Alors, c'est ça le problème. Il faut d'abord faire en sorte que nous promouvions une industrie locale en termes de manufacture pour les chaussures. Pourquoi? Il n'y a pas de Congolais qui peuvent fabriquer des chaussures pour habiller les Congolais. Enfin, c'est ça le problème. Donc, tant que nous n'allons pas domestiquer l'économie, dire que c'est le Congolais, avec sa PME, avec sa PMI, avec une entreprise de taille moyenne, de grande taille, qui va répondre aux besoins économiques des Congolais, de divertissement par exemple. Voilà. C'est tout ça. Donc, c'est des niches. Même pour la distribution, il ne faudrait pas qu'on attende les Libanais et les Indo-Pakistanais pour ouvrir de grandes surfaces commerciales. Donc tout ça, c'est toute une culture de management, c'est toute une culture entrepreneuriale. Et donc, ça commence par la tête. Quand vous donnez 100 $ à un Congolais, qu'est-ce qu'il doit penser d'abord? Que j'aille faire la fête ou qu'il réfléchisse que comment je fais de 100 $ pour qu'il devienne 1000. Pour comment je fais de ce 1000. Voilà. C'est cette culture. Il faut repenser notre programme d'éducation. Il faut penser la citoyenneté, pas la nouvelle, une citoyenneté éclairée. Parce que tout ça, nous avons aussi une classe politique qui ne nous a pas aidés parce qu'elle-même a beaucoup de tard, elle-même est corrompue et donc les gens ont perdu cette confiance en l'État. Oui, madame, je vais rebondir par rapport à ce que mon confrère a dit. Aujourd'hui, les politiciens doivent nous dire la vérité. Au mois de décembre 2017, il n'y aura pas élection. Les rassemblements doivent nous dire la vérité. En 2017, il n'y aura pas élection. Madame, nous avons un processus électoral qui coûte 1 milliard de dollars. 1 milliard, c'est ça? 1 milliard 8. Merci beaucoup. Quand on déduit les 300 millions déjà utilisés, c'est à peu près 1,5 milliard. Allez-y vous comprendre qu'au mois de décembre, il n'y aura pas élection. Parce qu'on aura le budget, si ma mémoire est bonne, au mois de mars. Parce qu'il y aura une session budgétaire, au mois de mars. 15 mars, la session. Donc on aura un budget, si ma mémoire est bonne, au mois d'avril. Donc comment le gouvernement, s'il y aura un Premier ministre qui viendra du rassemblement, quel temps aura-t-il pour mobiliser les fonds, pour mobiliser 1 milliard pour organiser les élections? Mais s'il a un carnet d'adresse assez pointu, il peut faire appel aux bailleurs de fonds pour suppléer la carence. On doit être logique envers nous-mêmes. Au mois de décembre, il n'y aura pas élection. On ne doit pas passer par le dos de la cuillère pour le dire. Et les Congolais qui nous suivent doivent comprendre que ce qui se passe aujourd'hui à la Cinco, c'est juste pour chercher le positionnement des uns et des autres. Mais en réalité, au mois de décembre, je doute fort qu'il y ait élection. Parce qu'1 milliard de dollars, nous avons un budget de combien? Moi, tu as laissé un budget de 4 milliards. Mes confrères peuvent me compléter. Comment le Premier ministre va mobiliser 1 milliard pour organiser l'élection? Et les autres secteurs de la vie. Quand on nous fait le social, l'investissement, tout ça. La situation des banques, c'est vrai que nous parlons de l'économie, l'économie fonctionne aussi avec les banques. Est-ce que les banques congolaises aujourd'hui respirent? Comment vous qui êtes dans ce secteur-là, est-ce qu'on accorde aujourd'hui des crédits? Parce que j'ai ouï dire qu'aujourd'hui le taux est élevé, c'est difficile aujourd'hui à Kinshasa d'obtenir un crédit vu vraiment la situation que nous passons aujourd'hui. Comment est la situation des banques congolaises aujourd'hui? Oui, la situation des banques congolaises, elle est relativement normale. Sous réserve. C'est sous réserve. Ça dépend de celui qui l'emploie. Mais l'année 2016, au cours de l'année 2016, le ralentissement de l'activité économique du pays a secoué un peu l'activité bancaire. Je pense que le gouverneur de la Banque centrale, Deogracias Mutombo, l'a bien circonscrit lors de son discours à l'occasion d'échanges de vœux à la Banque centrale. Donc en 2016, les banques ont connu ces ralentissements économiques, puisque les opérateurs économiques qui font des transactions d'affaires dans les banques, leurs activités ne tournent pas normalement. Leurs activités ont été affectées et jusque-là, elles sont affectées. Et même nous autres, les épargnants, on a des difficultés de réunir des sommes importantes afin d'épargner, puisque les banques fonctionnent aussi avec les épargnes. L'argent que vous épargnez en banque, c'est l'argent avec lequel la banque tourne.
Exactement. Et Donc, pour épargner, il faut l'activité. d'abord... En avoir. Il faut avoir. Voilà. Alors que D'abord on subvenir n'en à a vos pas, la dette intérieure n'est pas payée. Mais cette les histoire de dette opérateurs intérieure, Mika, économiques, on a parlé, est-ce que c'est pas ça aussi un de griefs qu'on retient contre Matata Ponyo aujourd'hui? Justement. Donc son cadre macroéconomique était illusoire parce qu'il a freiné des robinets. Ce sont les théories qu'il a prises à l'UNECIM. Je lui ai posé cette question une fois au cours d'un échange avec la presse. Il m'a dit, c'est vrai, la dette intérieure avait un problème de certification. Il y a ces personnes, vous connaissez le Congo, comment ça fonctionne. Il y a des gens qui ont déclaré des dettes, ils ont monté des dossiers pour bénéficier de l'argent de paiement du gouvernement de manière frauduleuse. Alors, il a été question de certifier ces dettes. Mais est-il que cela ne les dédouane pas de la gestion ou de la mesure qui avait été prise pour ne pas payer la dette intérieure, puisque l'encours, le stock de la dette intérieure entre 2012 et 2014 n'a pas vraiment changé, elle est restée intacte. Donc des efforts n'ont pas été fournis suffisamment de ces côtés-là. Mais est-il que si vous payez la dette intérieure, vous motivez les opérateurs économiques, ça booste un peu les activités à l'intérieur, puisque ils vont fructifier, ils vont tourner leur argent, ils vont mener des activités pour lesquelles l'État va prélever les impôts. Donc, Israël Moutala, le secteur bancaire aujourd'hui, nous y revenons, et par rapport à la dette intérieure, beaucoup de Congolais se sont plaints par rapport à Matata Ponyo. Donc le cadre macroéconomique n'était qu'illusoire aujourd'hui. Et aujourd'hui, on le voit avec la flambée du dollar, donc il est maintenu presque artificiellement. Non, ça veut dire que je pense que Matata Ponyo a fait un excellent travail. Et on se moquait à une époque ici du cadre macroéconomique. Maintenant, aujourd'hui, les gens voient l'importance du cadre macroéconomique. Les gens ont moins le sourire quand tu vois le dollar osciller. C'était ça le problème. Et donc, la plus grande préoccupation même de Matata ou de de son équipe, c'était de pérenniser les acquis de la stabilité macroéconomique. C'était ça le problème. Et que les successeurs qui viendront aient la même rigueur en termes de gestion, financière des opérations de l'État. Parce que nous sommes dans un contexte difficile. Et qui dit contexte difficile, vous devez vous réajuster. Donc, je donne toujours un exemple d'un travailleur. Il gagnait 500 $. Donc, il menait une vie par rapport à son revenu, à son salaire. Donc, il s'est fait que l'entreprise a connu des difficultés et qu'au lieu de le licencier, on a dit non, d'accord, on n'a plus assez de carnet de commandes. Donc, au lieu que tu sois licencié, on ne va plus te payer 500 $ le mois, on te paye 250 le mois. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu louais une maison, par exemple, quand tu avais 500 $, une maison à 100 $ ou à 150. Tu ne vas plus louer une maison à 100 $ ou à 150. Tu vas prendre une maison à 70 $. Tu mangeais 3 fois par jour, tu vas réduire tes repas du tiers. Tu envoyais tes enfants dans une école prestigieuse, tu cherches une école moyenne, mais il y a une bonne éducation. Tu réajustes ton train de vie par rapport à ton revenu. C'est ce qui se fait. Donc, Matata ne contrôle pas le prix du cuivre. Donc, c'est ce qu'on appelle un choc exogène violent, où vous aviez misé la croissance congolaise et elle est pilotée par le cuivre, essentiellement, et par le pétrole. Mais c'est fait que les deux matières premières, leurs prix ont chuté brutalement et que l'État n'a plus les moyens de payer autant de salaires, de construire autant de routes ou d'hôpitaux. Donc voilà, cette dynamique a été cassée alors que l'économie n'est pas assez mature, assez diversifiée pour faire face à ce choc-là. Je vous donne un autre exemple. Il y a eu le boom immobilier dans cette ville. Mais ce boom immobilier, on ne l'a pas beaucoup ressenti. Pourquoi? Parce que nous sommes une économie extravertie. En France, quand on construit un immeuble de 20 ou de 50 étages, le ciment, il est produit en France. Tous les biens d'équipement sont produits en France. Vous imaginez, quand on dit que quand le bâtiment va, tout va, c'est pourquoi? Parce que la plomberie, l'électricité, le carrelage, la peinture, c'est des industries tout autour qui se greffent à ça. Et donc, tout ça, le design, les meubles, vous voyez tout ce qu'il y a comme implication. La déco. Donc tout ça, ça veut dire que ici, quand les gens construisent les immeubles, on importe. On fait un conteneur à Dubaï, on achète tout ça. Mais il faut absolument, il faut développer l'artisanat.
Il faut développer les PME et PMU. Il faut que la peinture soit fabriquée ici. Il faut que les meubles soient d'ici. Il faut que la plomberie soit d'ici. Pas la plomberie que vous placez aujourd'hui qui se casse parce que l'OCC ne fait pas bien son contrôle et tout ça. Donc, il y a tout ce problème là-bas. Donc, tant qu'on importera, on sera un nain économique. Donc, moi, je suis d'avis avec Eric Tchikouma que l'activité économique ou l'activité bancaire, elle est tributaire de l'activité économique. Ça veut dire que quand, par exemple, Tenkefungurume Mining exporte moins, ça veut dire qu'il va moins rapatrier les devises et moins d'argent. Et donc, c'est un cercle. Le tout dernier, vraiment tour de table, la toute dernière question. Et j'aimerais terminer sur le secteur bancaire, c'est la centrale de risque. Et donc, il faut absolument qu'il y ait un fichier pour voir les gens qui prennent un crédit dans une banque X, un crédit dans une banque Y, quand ils sont fichés. Et donc, il faut que toutes ces informations soient centralisées, quand il a plusieurs hypothèques à gauche, à droite, pour qu'ils ne prennent pas le même document. Bref, il y a une centrale de risque. Avec le courage de recettes, Luzolomba bien a relevé. Vous parlez qu'on n'a pas même, Luzolomba nous a donné un chiffre assez effarant de 18 milliards de dollars qui échappent au contrôle de l'État. Donc, on a les moyens quand même de réunir cette somme si on y mettait un peu de volonté. Donc, la toute dernière question, est-ce que l'économie congolaise est-elle en faillite aujourd'hui? Et comment faire vraiment pour essayer de rebooster cette économie? Vous êtes dans ce secteur. Qu'est-ce qu'il nous faut pratiquement, vous n'êtes peut-être pas des donneurs des leçons, mais vous êtes les historiens du temps présent. À ce nouveau Premier ministre, quelles doivent être ses priorités, Eric Tchikouma? Il doit commencer par quoi? C'est qu'il faut d'abord mettre un accélérateur sur la mobilisation de recettes. Ça, c'est très important. Puisque au niveau des régies financières, il y a un travail à faire afin de maximiser les recettes. Regardez, en novembre 2016, les recettes nationales n'ont été que de 210 millions de francs congolais, de dollars américains. Alors qu'un mois plus tôt, c'était à 250 millions de dollars. Donc, la courbe est descendante. Et ça va continuer aussi. Ça va continuer. Quand bien même c'est déjà l'échéance, la fin du mois ici, des déclarations doivent être faites pour le paiement de l'impôt. Mais il doit d'abord appuyer un accélérateur là-dessus. Deuxièmement, il y a l'ouverture, il faut négocier pour rentrer en programme avec le Fonds monétaire international afin de solliciter des appuis budgétaires. Ce qui nous permettra de souffler un peu, ce qui est encore difficile parce que le contexte économique de notre pays s'est détérioré, sérieusement. Donc on a perdu la confiance des bailleurs de fonds, c'est ça? Justement, puisque quand les bailleurs de fonds partent pour revenir, ils doivent recommencer à partir de là où ils avaient laissé le pays. Donc c'est un travail laborieux qui ne pourrait peut-être pas se faire en 2-3 mois. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut améliorer le cadre pendant quelques temps afin que le pays puisse emprunter de l'argent sur le marché international ou auprès d'autres nations. Ce qui est possible. Il faut améliorer le cadre, il faut définir ces cadres d'abord et y travailler pendant une période afin d'avoir les moyens suffisants pour fonctionner. Et puis autre chose, il faut appuyer un accélérateur sur la justice. Sanctionner vraiment les détourneurs, en fait. Pour sanctionner les koulounes en cravate qui sont nombreux et ou à travers qui les 18 milliards de dollars du coulage de recettes dont tu as évoqué Luzolo passent. Donc il est très important que le gouvernement puisse y travailler. Et à long terme, il faut renforcer l'interdépendance des provinces, il faut réduire les importations, Israël Moutala l'a dit ici tout à l'heure, il faut envisager un plan d'investissement à long terme, il faut et puis emprunter aussi à long terme avec des mesures de sécurité pour que cet emprunt, l'argent de cet emprunt ne constitue pas à un tonneau des Danaïdes où l'argent part et ça ne ressort pas. Il faut que ça soit investi dans des projets industriels, dans des projets de développement, des projets qui rapportent. Ok, en quelques petites secondes, les priorités vraiment de ce gouvernement, c'est vrai qu'on a défini les missions de ce gouvernement Israël Moutala, mais en quelques petites secondes, économiquement, ils doivent commencer par quoi? C'est vrai qu'on a l'impression que les régies financières sont asphyxiées aujourd'hui, trop de taxes, on leur demande un peu trop aussi, parce que
Oui, la production est faible. Le problème qui est là, c'est que la mission sociale, le gouvernement ne va pas la remplir parce qu'elle n'aura pas les moyens, il n'aura pas les moyens de sa politique, que ce soit ce gouvernement ou celui qui viendra, ça ne dépend pas de la tête de celui qui sera au gouvernement, mais c'est le contexte économique qui est difficile. Ça veut dire que le policier qui gagne aujourd'hui 90 000... D'ailleurs, je demande au Premier ministre, comme les députés qui ont déjà des salaires exorbitants, mais qui ont demandé leur réajustement on les a payés au taux de 125. Et je pense qu'il est injuste de laisser les autres... que le fonctionnaire lambda, que le personnel médical, que le personnel enseignant, que les fonctionnaires tout court, soit ou les policiers ou les militaires, soient payés au taux de 90 000, 92 000. C'est injuste. Moi, je pense que l'exemple doit venir d'en haut. Ça veut dire que les gens qui ont qui ont des revenus plus importants doivent se serrer la ceinture. C'est ceux qui ont des revenus moins importants qu'on doit revaloriser avec l'inflation. Parce que l'inflation, d'abord, elle touche les plus vulnérables, ceux qui ont des petits salaires. Et donc là-dessus, déjà, sur la question du social, je ne me fais aucune illusion. Et aucune illusion. L'économie, c'est ça le problème. Tu l'as dit tout à l'heure, il faut que la politique soit stable. Donc là, on n'a pas encore les moyens de développer notre économie. Ça veut dire que, écoutez, si on demande par exemple de construire la route nationale numéro 1, Banana Kasumbalé, ça va passer par Kinshasa, le 2 Kasaï, le nord Katanga jusqu'au dans le sud Kalanga, nationale numéro 1. Bon, on dit que cette route pour la construire, elle va coûter 800 millions de dollars. Si on demande ici qu'on lève l'emprunt populaire national pour que nous gardions notre souveraineté, on n'aura pas ça. Est-ce qu'on aura ça? Non. Donc la vraie question, pour développer notre économie, il faut des investisseurs étrangers. Alors ces investisseurs, pour qu'ils viennent, il faut une stabilité politique. Or là, nous sommes partis pour la gloire. Cette année est politique, il n'y aura pas d'élections cette année, ça sera compliqué. Il y aura des élections l'année prochaine, au milieu ou vers la fin. Et donc voilà. Donc les gens vont vouloir d'abord voir de la stabilité politique, de la lisibilité politique pour venir investir. Poussez 2 secondes vraiment, Michael, nous sommes vraiment à la fin. Vraiment, madame, je ne donne pas la chance à ce nouveau gouvernement qui viendra. Trop travaillé, trop... L'année politique, éminemment politique, donc comme on l'a dit, mes chers amis, donc... Et dire que le pouvoir, la baisse du pouvoir d'achat du fonctionnaire qui est payé à 920 francs congolais, au taux de 920 francs congolais, aujourd'hui est de 30%. Et de 30%. Voilà les chiffres. On doit vraiment faire attention aux chiffres. Merci en tout cas à vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux. Et bien, rendez-vous pour tous les journalistes en action ce dimanche. En tout cas, pour notre échange de vœux entre nos journalistes, nous avons nous serré les coudes pour cette année. En tout cas, merci à tous les reporters sur le terrain, 7 sur 7 procédés, le maximum et Zoom Echo. Et merci à tous les reporters de Congo Web Télévision. En tout cas, nous sommes là pour vous servir encore cette année 2017 et bonne chance en tout cas à vous, mesdames et messieurs, bonne chance à tous mes compatriotes. Nous aimons ce pays et nous vous servons. On se retrouve le mercredi prochain.